Et si le désert algérien n'était pas un désert, mais une promesse que l'histoire n'a jamais su lire correctement, et si le vrai trésor de l'Algérie ne se trouvait pas dans les profondeurs de ses puits de pétrole, mais dans ce silence immense qui s'étend à perte de vue sous le ciel du Sahara, un silence chargé de sens, de potentiel et de futur? Si cette vision te parle, prends une seconde pour soutenir cette idée. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la autour de toi. Parce que chaque geste compte quand il s'agit de défendre la souveraineté d'un pays. Écrit simplement « souveraineté » en commentaire si tu crois que la terre algérienne porte en elle une puissance encore inexplorée. Depuis toujours, l'Algérie est racontée au monde comme une nation façonnée par l'énergie. On parle de ses hydrocarbures, de ses pipelines, de ses contrats gaziers, de ses barils exportés, comme si toute son identité économique, politique et stratégique se résumait à ce flux invisible qui circule sous terre. Cette image s'est imposée au fil des décennies, au point de devenir une évidence, presque une fatalité. L'Algérie serait un pays riche parce qu'il possède du pétrole, et fragile parce qu'il en dépend. Mais cette histoire, répétée sans cesse, n'est qu'une partie du récit. Elle est confortable, simple, facile à comprendre. Elle rassure les observateurs extérieurs, elle structure les analyses, elle alimente les débats. Pourtant, derrière cette narration officielle, quelque chose d'autre existait déjà, discret, silencieux, presque invisible. Pendant que le monde regardait les pipelines, les terminaux gaziers et les marchés internationaux, le Sahara, lui, continuait de respirer lentement. Pendant que les projecteurs étaient braqués sur les villes du Nord, sur les ports, sur les capitales économiques, le Sud accumulait une autre forme de richesse, plus lente, plus profonde, plus difficile à mesurer. Car sous le sable, il n'y a pas seulement du vide. Il y a du temps. Il y a de l'eau ancienne. Il y a de la terre intacte. Il y a un espace que peu de nations possèdent encore à l'ère de la saturation mondiale. Ce qui se préparait sous le sable n'était pas un simple projet technique, ni une politique agricole de plus. C'était une idée. Une intuition collective. Une possibilité historique. Et si l'Algérie cessait de se définir uniquement par ce qu'elle extrait du sous-sol pour commencer à se définir par ce qu'elle fait naître à sa surface? Et si le Sahara n'était pas une frontière naturelle, mais une page blanche où pourrait s'écrire une autre histoire du pays? Cette question, longtemps ignorée, commence à prendre forme. À mesure qu'elle s'impose, elle oblige à regarder l'Algérie autrement, non plus comme un pays dépendant de ses ressources fossiles, mais comme une civilisation capable de transformer le désert en horizon. Car parfois, ce n'est pas le manque de richesse qui freine un peuple, mais la manière dont il regarde sa propre terre. Le Sahara n'est pas seulement du sable, et peut-être n'a-t-il jamais été cela. À première vue, il semble immobile, figé dans une éternité minérale, comme si rien ne pouvait naître de cette immensité brûlante. Pourtant, sous cette surface austère, sous cette mer de dunes que le vent façonne depuis des siècles, se cache une réalité plus complexe, plus profonde, presque invisible pour ceux qui ne regardent qu'avec les yeux. Là-dessous, loin des regards, dorment des nappes d'eau fossile accumulées depuis des milliers d'années, vestiges d'époque où le désert était une terre fertile, où la pluie tombait avec générosité, où la vie circulait librement entre les plaines et les montagnes. Cette eau ancienne n'est pas seulement une ressource physique, elle est une mémoire du monde, une archive silencieuse qui rappelle que le Sahara n'a pas toujours été un désert et qu'il pourrait, sous certaines conditions, redevenir autre chose. Autour de ces nappes profondes s'étendent des terres vierges, vastes, intactes, presque vierges de toute intervention humaine. Dans un monde où chaque hectare est disputé, où chaque parcelle est exploitée jusqu'à l'épuisement, ces espaces immenses représentent une exception rare, presque une anomalie géographique. Peu de nations disposent encore d'un tel potentiel territorial, d'une telle liberté d'expansion, d'une telle capacité à imaginer un avenir sans être enfermé dans les limites de la saturation. Ici, la terre n'est pas rare, elle est infinie, mais silencieuse, en attente d'un regard capable de la comprendre. Dans ce désert, la terre ne se réduit pas à une marchandise échangeable sur un marché mondial. Elle ne se mesure pas seulement en hectares, en rendements, en chiffres inscrits dans des rapports techniques. Elle est d'abord une mémoire collective, un héritage qui dépasse les générations, une continuité entre le passé et l'avenir. Elle porte les traces des caravanes, des civilisations anciennes, des routes oubliées, des peuples qui ont appris à dialoguer avec l'aridité plutôt qu'à la combattre. Chaque grain de sable semble raconter une histoire que l'économie moderne a longtemps refusé d'écouter. La terre est aussi une possibilité de rupture avec un modèle fondé sur l'extraction et la dépendance, une possibilité de réinventer la relation entre un peuple et son territoire, une possibilité de transformer un espace perçu comme inutile en source de puissance. Mais cette possibilité n'est pas évidente. Elle exige une autre manière de penser, une autre manière de regarder le désert.
Elle oblige à dépasser l'idée selon laquelle la richesse d'un pays se mesure uniquement à ce qu'il vend au reste du monde. Elle impose une question plus radicale. Qu'est-ce qu'un pays possède réellement lorsqu'il possède une terre capable de nourrir, de protéger et de projeter un avenir? Dans le silence du Sahara, cette question résonne comme une énigme adressée à l'Algérie elle-même. Car si cette terre, longtemps ignorée, longtemps reléguée au rang de décor inutile, devenait le socle d'une nouvelle souveraineté, alors toute la définition de la puissance changerait. Et la souveraineté ne serait plus seulement une affaire de frontières politiques ou de contrats énergétiques, mais une relation intime entre un peuple et son sol, entre une nation et son désert. Et dans cette perspective, le Sahara cesse d'être un espace vide. Et elle devient un miroir dans lequel l'Algérie est contrainte de se regarder autrement, non plus comme un pays dépendant de ses ressources fossiles, mais comme une civilisation capable de faire émerger la vie là où le monde ne voyait que l'absence. Aujourd'hui, dans le sud algérien, quelque chose d'inédit est en train de se produire, presque imperceptible pour ceux qui regardent de loin, mais spectaculaire pour ceux qui savent observer les détails. Au milieu de l'immensité ocre du Sahara, des cercles verts apparaissent, comme des signes mystérieux tracés sur une toile millénaire. À première vue, ils semblent irréels, presque artificiels, comme si la nature avait décidé de défier sa propre logique. Pourtant, ces formes parfaites ne sont pas un mirage. Elles sont le résultat d'une rencontre entre la terre la plus hostile et la technologie la plus avancée. Les systèmes d'irrigation pivot dessinent ces cercles avec une précision presque mathématique. Des bras métalliques gigantesques tournent lentement autour d'un point central, distribuant l'eau avec une régularité que la nature n'a jamais offerte au désert. Chaque rotation transforme le sable en sol fertile, chaque mouvement redessine les frontières entre l'aridité et la vie. Là où, hier encore, le vent soulevait la poussière, des cultures émergent aujourd'hui, disciplinées, organisées, connectées à un réseau invisible de données et de décisions. Au-dessus de ces champs, des drones survolent silencieusement les parcelles. Ils ne sont pas là pour admirer le paysage, mais pour le comprendre. Ils capturent des images multispectrales, analysent la santé des plantes, détectent les zones de stress hydrique, identifient les anomalies avant même qu'elles ne deviennent visibles à l'œil humain. Dans ce désert où chaque erreur peut coûter cher, la précision devient une forme de survie. Le regard humain, limité par la distance et la fatigue, est prolongé par des machines capables de voir ce que l'homme ne peut pas encore percevoir. Sous la surface du sol, des capteurs mesurent l'humidité, la température, la salinité. Ils enregistrent chaque variation, chaque microchangement, chaque signal faible qui pourrait annoncer un problème ou une opportunité. L'eau, ressource rare et précieuse, n'est plus distribuée au hasard. Elle est calculée, rationnée, optimisée. Chaque goutte devient une décision stratégique, chaque litre un investissement dans l'avenir. Le désert, longtemps symbole de gaspillage impossible, devient un espace où la moindre ressource est gérée avec une rigueur presque scientifique. Dans les centres de contrôle, des algorithmes croisent ces données, anticipent les rendements, modélisent les cycles de croissance, prévoient les récoltes. L'agriculture saharienne n'est plus une activité soumise aux caprices du climat, mais un système complexe où la statistique, l'intelligence artificielle et l'ingénierie dialoguent en permanence avec la terre. Les décisions ne sont plus prises uniquement par intuition ou tradition, mais par des modèles capables d'intégrer des milliers de variables en temps réel. Le désert devient un espace de calcul, un territoire où la connaissance remplace l'incertitude. Dans ce nouvel univers, le désert cesse progressivement d'être un ennemi. Elle devient un partenaire exigeant, imprévisible, mais désormais partiellement maîtrisé par la science. Cependant, cette transformation technique, aussi impressionnante soit-elle, ne raconte pas toute l'histoire. La technologie, aussi avancée soit-elle, reste un outil. Elle peut irriguer la terre, surveiller les cultures, optimiser les rendements, mais elle ne suffit pas à expliquer pourquoi un pays décide d'investir massivement dans un espace que beaucoup considéraient comme inutile. Elle ne répond pas à la question la plus profonde. Pourquoi l'Algérie choisit-elle de défier le désert plutôt que de continuer à dépendre exclusivement de ses ressources énergétiques? Car derrière les machines, derrière les algorithmes, derrière les infrastructures, se cache une autre dynamique, plus silencieuse, plus humaine, plus politique. Et la vraie révolution ne se joue pas seulement dans les champs connectés ou dans les centres de données. Elle se joue dans les esprits, dans les choix collectifs, dans la manière dont une génération décide de redéfinir son rapport à la Terre. Et c'est précisément là que le récit change de nature, quittant le terrain de la technique pour entrer dans celui du destin. Dans les fermes sahariennes, loin des grandes villes, loin du bruit politique et médiatique, une génération nouvelle est en train de naître au contact direct de la terre.
Elle ne ressemble ni aux générations précédentes, ni aux figures classiques de l'économie rentière. Elle ne vit pas dans l'attente des fluctuations du prix du pétrole, ni dans la dépendance des décisions prises ailleurs. Elle vit dans le rythme lent du désert, dans la patience des saisons, dans la précision des machines et dans la rigueur des calculs. Ces femmes et ces hommes ont choisi de rester là où beaucoup pensaient qu'il n'y avait rien à faire, rien à construire, rien à espérer. Ce sont des ingénieurs formés dans les universités du Nord comme du Sud, des agronomes qui ont appris à lire la terre comme on lit un langage ancien, des entrepreneurs qui ont préféré investir dans le sable plutôt que dans les bureaux climatisés des métropoles. Ils refusent l'exil, non pas par manque d'opportunités, mais par choix. Leur décision n'est pas seulement économique, elle est existentielle. Ils ne voient pas le Sahara comme une frontière qui sépare l'utile de l'inutile, le moderne de l'arriéré, le centre de la périphérie. Ils le regardent comme un territoire à conquérir, non pas par la force, mais par l'intelligence, la science et la persévérance. Pour eux, cultiver le désert n'est pas une activité économique parmi d'autres. Ce n'est pas une simple ligne dans un business plan, ni une opportunité parmi celles que propose le marché mondial. C'est un acte de résistance silencieuse contre une vision du monde qui a longtemps réduit l'Algérie à un rôle de fournisseur d'énergie. C'est une manière de dire que la richesse d'un pays ne se limite pas à ce qu'il extrait du sous-sol, mais à ce qu'il est capable de faire naître à sa surface. En semant dans le sable, il défie non seulement la nature, mais aussi les imaginaires hérités de l'histoire. Chaque champ cultivé devient un symbole. Chaque récolte devient un message. Chaque hectare gagné sur le désert devient une affirmation de souveraineté. Dans ces espaces où la vie semblait impossible, des communautés nouvelles se forment. Des familles s'installent, des écoles apparaissent, des infrastructures se construisent. Le désert cesse d'être un espace vide pour devenir un territoire habité, organisé, pensé. La présence humaine n'est plus marginale, elle devient structurante. Et dans cette transformation, quelque chose de profond se produit. La relation entre l'Algérie et son sud change de nature. Le Sahara n'est plus un arrière-plan, il devient un centre. Car nourrir un peuple, ce n'est pas seulement produire des aliments, c'est lui donner une liberté que personne ne peut lui enlever, c'est réduire la dépendance aux marchés internationaux, aux crises logistiques, aux pressions politiques, c'est transformer la nourriture en instrument de souveraineté. Pour cette génération du désert, chaque graine plantée est une décision politique, même si elle ne se présente jamais comme telle. Ils ne parlent pas de slogans, ils parlent de rendement, de cycles agricoles, de gestion de l'eau. Pourtant, derrière leur langage technique, se cache une vision radicale, celle d'un pays qui refuse de subir son avenir et qui décide de le fabriquer de ses propres mains. À mesure que cette génération gagne du terrain, une question devient inévitable. Est si l'Algérie parvient à nourrir son peuple grâce à son désert, si elle transforme une contrainte géographique en avantage stratégique, alors sa place dans le monde ne pourra plus être la même. Car un pays qui maîtrise son alimentation n'est plus un simple acteur économique, elle devient un acteur géopolitique. Et si cette liberté nouvelle ne se contentait pas de transformer l'intérieur du pays, mais redessinait aussi l'équilibre des forces bien au-delà de ses frontières? À mesure que les surfaces cultivées s'étendent dans le sud algérien, quelque chose change imperceptiblement dans la manière dont le pays est perçu, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce n'est pas une rupture brutale, ni une révolution spectaculaire annoncée par des discours officiels. C'est un glissement lent, presque silencieux, mais profond. Une idée s'impose peu à peu, impossible à ignorer pour ceux qui savent lire les signes de l'histoire, l'Algérie pourrait ne plus être seulement un exportateur d'énergie, dépendant des cycles du pétrole et du gaz, mais un acteur majeur de la sécurité alimentaire régionale. Elle pourrait devenir un pilier agricole pour l'Afrique et la Méditerranée, un point d'équilibre dans un monde où la question de la nourriture devient aussi stratégique que celle de l'énergie. Pendant longtemps, la puissance d'un État s'est mesurée à sa capacité militaire, à son influence diplomatique ou à ses ressources naturelles. Mais le XXIe siècle a déplacé les lignes. Les crises sanitaires, les conflits, les perturbations climatiques et les tensions logistiques ont révélé une vérité que beaucoup préféraient ignorer. La nourriture est devenue une arme géopolitique. Celui qui contrôle les flux alimentaires contrôle une partie du destin des nations. Celui qui dépend de l'extérieur pour nourrir sa population accepte, consciemment ou non, une forme de vulnérabilité. Dans ce contexte, chaque hectare cultivé dans le désert algérien dépasse largement le cadre agricole. Il devient un acte de puissance, un acte qui réduit la dépendance du pays aux importations, un acte qui renforce sa capacité de négociation sur la scène internationale, un acte qui transforme la géographie en stratégie. Lorsque l'Algérie produit davantage de céréales, de légumes, de fruits dans ses terres sahariennes, elle ne fait pas que répondre à ses besoins internes.
Elle se positionne progressivement comme un fournisseur potentiel pour des régions voisines confrontées à la rareté de l'eau, à la pression démographique et à l'instabilité politique. L'Afrique du Nord, le Sahel, certaines zones méditerranéennes regardent déjà avec attention cette transformation silencieuse. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont fragiles, la proximité géographique devient un avantage décisif. Ce basculement ne se limite pas à l'économie. Il touche la diplomatie, la sécurité, l'influence. Un pays capable de garantir sa propre alimentation et d'en fournir à d'autres acquiert un nouveau type de pouvoir, plus discret que la force militaire, mais souvent plus durable. La nourriture crée des dépendances, tisse des alliances, impose des équilibres. Elle peut apaiser des tensions ou en créer de nouvelles. Dans ce jeu complexe, l'Algérie découvre qu'elle possède un atout que peu de nations ont su exploiter, un désert capable de devenir un grenier. Mais cette transformation soulève aussi des interrogations plus profondes. Si l'Algérie change de statut, si elle passe d'un rôle d'exportateur d'énergie à celui de puissance agricole émergente, alors ses relations avec le monde devront être repensées. Les partenaires traditionnels, habitués à négocier des contrats gaziers, devront composer avec un acteur qui maîtrise désormais un autre levier stratégique. Les équilibres régionaux, longtemps fondés sur l'énergie, pourraient être bouleversés par la montée en puissance d'une souveraineté alimentaire. Dans ce nouvel échiquier mondial, le désert algérien cesse d'être un espace marginal. Il devient un centre de gravité. Un centre où se croisent les enjeux économiques, politiques et humains. Un centre où se dessine une autre définition de la puissance. Pourtant, au cœur de cette ambition, une question demeure, plus silencieuse que toutes les autres, mais peut-être plus décisive. Si la Terre peut transformer la place d'un pays dans le monde, jusqu'où l'Algérie est-elle prête à aller pour assumer ce nouveau rôle? Si le désert peut devenir fertile, si le sable peut devenir une source de vie, qu'est-ce qui empêche un peuple entier de transformer son avenir? Et si la véritable révolution algérienne ne se jouait pas dans les villes, mais dans le silence du désert?